Cette retraite a comme finalité de discerner sur une relation amoureuse, en particulier celle que vous vivez, mais ça peut être aussi de regarder les autres relations amoureuses et d'avoir une relecture des autres relations amoureuses et pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui a mis fin à ces relations. Aimer, c'est quoi? Ça me paraît tellement central, ça. Parce que c'était à la fois galvaudé comme mot, et puis on met beaucoup de choses sous ce mot, ou sous ce verbe, et qui ne sont pas là, disons, qui correspondent pas à la réalité de cet amour. La première chose, quand vous avez participé à des mariages à l'église, je suppose, les uns et les autres, et qu'est-ce qu'on demande aux fiancés qui échangent leur consentement? Qu'est-ce qu'on leur demande? Qu'est-ce qu'on leur pose comme question? Est-ce que ça vous... Qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez? On ne leur demande pas est-ce que vous vous aimez. Est-ce que vous voulez? Ça veut dire que la première chose, c'est que aimer, c'est vouloir, vouloir, c'est aimer. Et ça, c'est important de mettre dans votre cœur, parce qu'on en fait une chose très, j'allais dire, édulcorée, et à la fois, comme dans un romantisme, comme émotionnel, évidemment que l'autre qui déclare m'aimer, ça remue beaucoup de choses en moi, ça c'est sûr. Mais on fait de l'amour une émotion. Et quand on fait de l'amour une émotion, on le fragilise. Parce que quand Jésus nous commande de nous aimer les uns les autres, il ne nous commande pas une émotion, ça ne voudrait rien dire. Il nous commande de mettre notre volonté au service du bien de l'autre. Et donc, déjà, ça nous donne une piste sur ce que n'est pas l'amour. L'amour n'est ni une forme de romantisme, ni d'exaltation, ni l'amour n'est pas spontané. Aimer n'est pas spontané. Aimer, ça se décide. Et de fait, vous avez décidé d'être en couple avec, ou en tout cas de réfléchir à éventuellement un engagement plus tard, d'être en couple avec telle personne, mais c'est bien une décision. Moi, je me méfie beaucoup des non-décisions. Je vois dans beaucoup de couples, voilà, qui n'ont peut-être pas le bagage spirituel que vous avez ou de formation que vous avez, etc. Ben, voilà, on s'aime bien, etc. Mais on s'aime bien, mais pourquoi on ne vivrait pas ensemble? Et ensuite, on vit ensemble, et puis il y a un enfant qui arrive. Mais à aucun moment, il y a eu une décision. Jusqu'au moment où, frappant à la porte de l'église, pour certains, pas beaucoup, mais frappant à la porte de l'église, on les invite à réfléchir à leurs décisions. Et que ce ne soit pas une sorte de non-décision, d'enchaînement qui fait que, bon, voilà, finalement, les choses avancent, mais sans qu'un jour je me sois vraiment posé la question, est-ce lui, est-ce elle? La question du discernement de l'autre, c'est juste capital. Surtout quand on sait que le sacrement du mariage à l'Église, c'est un sacrement pour la vie. Et ça, c'est... voilà, c'est... Et puis de se dire aussi que vouloir, ça veut dire être actif dans la relation. Est-ce qu'il peut y avoir des amours paresseuses? C'est-à-dire où je ne me donne pas, je ne suis pas actif, je ne suis pas partie prenante. Et ça, on le verra dans la réciprocité tout à l'heure. Des amours qui ne sont pas enracinés dans la réciprocité et que le fait d'être actif soit réciproque, c'est pas simplement moi qui initie les rencontres, qui initie les projets, les week-ends, les sorties, les ceci, les cela, mais je sens que l'autre aussi les initie. C'est dans les deux sens que ça vient. Et donc attention à parfois cette... Et du coup, et on voit bien quand est-ce qu'une histoire se termine, c'est qu'on ne veut plus. Qu'on ne veut plus avancer ensemble. Et quand hier, donc, les accompagnateurs sont présentés, ils font partie du parcours Toby et Sarah, ben, c'est une question de volonté. Quand un couple comme ça est en crise, est-ce qu'on veut continuer Mais c'est la volonté qui est questionnée. Est-ce que je veux continuer ou est-ce que je ne veux plus? Et donc, d'enraciner votre amour dans la volonté, ça le fortifie, ça le stabilise. Il y a une vraie décision que je prends, et une décision réciproque. Maintenant, aimer se dit de plusieurs manières. Alors en français, on n'a qu'un mot, en anglais, il y en a deux, mais en grec, et c'est beaucoup plus pratique le grec, en grec, il y en a trois.
c'est ce que j'ai mis là au tableau, il y a 3 manières de dire aimer. Il y a Eros, Philia et Agapé. Ce sont les 3 manières de dire l'amour. Alors, Eros, bon, comme vous l'imaginez, c'est un amour, j'allais dire, qui est attiré par le corps de l'autre, parce qu'il est immédiatement source de plaisir. Alors, ça a formé érotique, évidemment. J'allais dire, c'est un amour qui prend, je trouve dans l'autre quelque chose qui me complète. Et de fait, hommes et femmes, c'est le fait de se compléter à l'intérieur de cette différence sexuelle, mais aussi cette différence, elle est attirante. Eros, c'est aussi dire que la première chose que vous avez connue de l'autre, c'est le corps de l'autre. Là, qu'on s'est rencontrés hier, c'est d'abord, avant même de parler, même on était en silence, etc., le corps de l'autre a réagi en moi. Être ami de l'autre, c'est ami de son corps. Et c'est important de dire que d'avoir un désir, en tout cas, du corps de l'autre. Un désir du corps de l'autre, mais un désir qui est maîtrisé. Pourquoi est-ce que l'Église, de façon récurrente, mais un peu comme Jean-Baptiste prêchant dans le désert, invite à l'abstinence de relations sexuelles avant le mariage? Tout simplement, c'est que partager l'intimité des corps, c'est partager le langage le plus fort. Ça veut dire que si j'ai déjà des relations sexuelles, ma liberté et mon discernement est parasité. Parce qu'il y a quelque chose, parce que le corps engage, c'est ce que disait Jean-Paul II. Jean-Paul II disait, le corps, c'est le langage le plus fort. Il n'y a pas plus fort que le corps. Et des couples qui commencent, alors évidemment, qu'il y ait une attirance l'un vers l'autre, c'est bien, mais qui commencent déjà rapidement par des relations intimes, etc., ne croyez pas que le corps n'a pas de mémoire. Le corps a une mémoire. Et ce corps-là, il a aussi et ce corps-là, vous vous êtes engagé à travers les relations intimes. Donc si, comme je pense la plupart d'entre vous, en tout cas un certain nombre, vous avez commencé à avoir des relations intimes, moi je vous invite à réfléchir à ça, à prendre un temps d'abstinence sexuelle pour redécouvrir, pour mettre une juste distance avec l'autre. Parce que justement, et pour voir le corps de l'autre, mais aussi dans la lumière de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle la chasteté. Est-ce que vous faites la différence entre chasteté et abstinence? C'est quoi la chasteté? C'est quoi l'abstinence? Je vous écoute. La chasteté, c'est le respect de l'un et de l'autre. Oui, oui. C'est pas, de ne pas avoir de relation. Donc abstinence, c'est pas de relation intime, pas de relation sexuelle. Chasteté, c'est une juste distance par rapport au corps de l'autre. Le corps de l'autre n'est pas à ma disposition. Le corps de l'autre n'est pas corvéable à merci, avec toute forme de pratique possible et imaginable. Et la chasteté, c'est pour toujours. C'est-à-dire, alors on confond souvent chasteté et abstinence parce que les religieux font vœu de chasteté, mais ils font vœu de chasteté dans l'abstinence sexuelle. Mais pour des couples mariés, cette chasteté, elle est dans un vrai respect de l'autre, un respect des rythmes de l'autre, un respect aussi de ne pas laisser l'autre seul avec son désir, etc., etc. Donc l'importance de la chasteté. Pourquoi c'est important? Parce que ça renvoie à la maîtrise de soi. Si tu ne sais pas te maîtriser, qu'est-ce qui me prouve que tu seras fidèle? C'est quand même une question. Si tu ne sais pas te maîtriser, du coup, ensuite, comment ça se passera? Si on ne sait pas mettre un frein à son désir, disons, l'orienter, et je trouve que de ce point de vue-là, le temps que vous vivez, c'est un temps d'apprentissage de la chasteté, d'une véritable, et donc dans l'abstinence, d'une véritable maîtrise de soi. Mais en même temps d'avoir le désir de l'autre, et le désir du corps de l'autre. Ça, c'est très important de sentir dans son corps le désir de l'autre. Et quand je prépare au mariage, comme vous savez, donc c'est l'essentiel de mon ministère, des couples qui ont décidé de se préserver jusqu'au mariage, je leur pose toujours la question, mais est-ce que vous avez ressenti dans votre corps le désir de s'unir à l'autre?
Que ce ne soit pas simplement une absence de désir. Parce que là, pour le coup, s'il y a absence de désir de l'autre et absence du désir du corps de l'autre, c'est problématique. C'est clairement problématique. Parce que, bon, ça veut dire... Parce que est lié au corps beaucoup de choses. Le corps dit beaucoup de choses de nous-mêmes. Et donc, il m'arrivait comme ça d'accompagner des personnes, mais qui n'avaient pas de désir, des hommes en particulier, qui n'avaient pas de désir. Alors là, du coup, c'est quelque chose qui me paraît problématique, parce que c'est ensuite, qu'est-ce que ça va donner dans un mariage, quoi. Et puis aussi par rapport à cette amitié éros, qui est une forme d'amitié, une forme aimer le corps de l'autre, d'être attentif à tout ce qui pourrait être déviance par rapport à la partie sexuelle. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps un couple, jeune marié, mais lui avait une forme de toc, on peut dire, sexuelle, c'est qu'il envoyait des SMS, mais c'est un peu compulsif, ces SMS à des filles, des SMS salaces. Mais ça, déjà avant, mais il sentait que c'était compulsif, il ne pouvait pas le contrôler. Donc c'est intéressant de voir la période que vous vivez. Est-ce que, au plan de votre sexualité, il y a qu'est-ce que vous avez reçu? En général, c'est pas grand-chose. Malheureusement, quand je prépare au mariage, je dis mais qu'est-ce que vous avez reçu dans votre famille? Souvent, on n'en parle pas. Et lui, on file un livre, tiens, lis ça. Alors parfois il y a des relais, comme le scoutisme, par exemple, les relais qui essayent de donner une parole sur la sexualité, la beauté de la sexualité humaine. Mais en tout cas, c'est intéressant de revisiter votre rapport à votre corps, le rapport au corps de l'autre, sachant que beaucoup de cette éducation sexuelle s'est fait, en tout cas beaucoup pour les garçons, dans la pornographie. Dans la pornographie, la masturbation. Vous voyez, et donc du coup de sortir de ça, qui me plaît quoi quelque part, qui est non seulement irrespectueux, évidemment, des personnes qui sont en action, mais irrespectueux de soi-même. Et irrespectueux aussi de l'autre. De l'autre avec lequel on est en couple. Du coup, je trouve que même si on ne va pas aborder la question de la sexualité, parce que ce n'est pas un truc de préparation au mariage. Donc normalement, vous n'êtes pas tellement concerné par ça. Mais bon, bref. Au cas où... c'est intéressant de vous poser la question, est-ce qu'il y a dans mon rapport justement à la sexualité des dérèglements? Et je sens que en trop ou en pas assez. En trop dans un désir de performance et de fantasme entretenu, mais en pas assez en manque de désir de l'autre. Donc aimer, c'est aimer le corps de l'autre. Et vous avez été ami du corps de l'autre. Le corps de l'autre, quelque part, vous a touché intérieurement. Voilà. Et ça, c'est important. Ça. Deuxième point, aimer, c'est aimer d'un amour d'amitié. Comment vous avez commencé votre relation amoureuse? Vous avez commencé d'abord à être amis, à deviser en regardant la grande ours, et puis à échanger et puis des choses, est-ce que tu as fait, des voyages, les ceci, etc. Puis on a des tas de points communs, ça s'est beaucoup enraciné dans une parole que vous vous êtes dite l'un à l'autre, d'échanges, d'informations sur vous, sur ce que vous vivez, ensuite sur votre famille. Ça a été de plus en plus, je veux dire, intime dans le sens de ce qui vous touchez, de vos projets, de vos valeurs, voilà. Ça a d'abord été une amitié. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'on se marie qu'on cesse d'être des amis. On continue d'être amis en étant mariés. Mais simplement, c'est une amitié qui va jusqu'au partage de toute la vie. C'est une amitié qui est unique, dans le sens où c'est une amitié qui implique le partage de toute la vie, et c'est une amitié qui va aussi déboucher sur l'accueil de la vie, la transmission de la vie avec les enfants. Donc c'est une forme d'amitié très particulière. Ce qui veut dire aussi que par rapport à ses amis, à vos amis en général, l'autre n'est pas un ami au milieu comment dire, celui avec qui ou celle avec qui je suis en couple n'est pas un ami au milieu d'autres. C'est-à-dire le fait d'être en couple, forcément, a redimensionné vos amitiés, vos autres amitiés.
Et ça, je crois que c'est intéressant de se dire, où est-ce qu'on en est de ça? Est-ce que l'autre est un ami au milieu d'autres et donc du coup il est ma variable d'ajustement dans mon emploi du temps, mais je ne lui donne pas forcément une priorité par rapport aux autres amis? Ou est-ce que, au contraire, je me suis enfermé dans une amitié à deux et j'ai délaissé mes autres amis et ils s'en plaignent? J'accompagne un couple, etc., qui va se marier. Et elle était à fond dans la relation, elle a complètement délaissé ses amis. Ses autres amis, alors qu'elle avait des amitiés de longue date, elle s'est complètement mise dans cette relation, et ce qui n'est pas juste non plus. On peut être injuste en amitié. En ne donnant pas, comment est-ce qu'on peut être injuste? En ne donnant pas du temps suffisant aux amitiés. Mais en même temps, il faut les recalibrer. J'ai fait la préparation au mariage de mes neveux, et donc qui sont catholiques mais non pratiquants, voilà. Mais du coup, par rapport aux amitiés et par rapport au côté festif aussi, voilà, pour eux, c'était, voilà, ils se rencontraient avec leurs potes le mercredi soir, et puis en généralement, c'était très alcoolisé, et c'était un rituel. Je trouve que le fait d'être en couple, je leur ai dit, mais ça peut plus durer. C'est bien quand on est célib, etc. Bon, bien, surtout, c'est souvent très alcoolisé, ce qui me pose aussi d'autres problèmes, mais bon. Mais tu donnes la priorité à l'autre. C'est un ami prioritaire ou c'est une amie prioritaire. Et aussi, les amitiés que tu peux avoir avec des personnes de l'autre sexe, c'est quelque chose qui doit être revisité à l'aune de cette relation amoureuse. Et de ce point de vue-là, la question de la fidélité, posez-vous la question, est-ce que vous en êtes déjà dans cette étape-là où vous êtes de la fidélité, sachant que s'il y a eu un coup de canif à la fidélité, là où vous en êtes, pour moi, il n'est pas question, en tout cas, de poser une date de mariage, et il est question d'un vrai discernement sur la suite à donner à la relation. Parce que si déjà où vous êtes, il y a déjà des coups de canif à la fidélité, la première session que j'ai prêchée de ce style-là, il y avait 25 couples. Sur 25, il y en avait 5 ou 6 qui avaient connu des infidélités. Alors moi, au début, vous voyez, quand je faisais des retraites de préparation au mariage, je ne parlais pas de la fidélité. Pour moi, c'était un non-sujet. Pour moi, parce que, évident. C'était, voilà, c'est évident, on n'a pas. La fidélité faisant partie des points centraux du mariage à l'Église. Je vous rappelle les 4 points: liberté, indissolubilité, c'est pour la vie, fidélité, fécondité. Et puis après cette rencontre-là, après cette retraite-là, je me suis dit, mais non, on ne peut pas ne pas parler de la question de la fidélité. Sachant que, évidemment, cette question de la fidélité, elle n'est pas du tout à l'ordre du jour à l'intérieur de la société. Vous voyez des sites qui vous proposent des rencontres extra-conjugales, vous voyez des applications qui vous permettent de géolocaliser proche de chez vous le garçon ou la fille disponible, évidemment, là, et vous voyez peut-être dans vos milieux professionnels, parce que c'est beaucoup les infidélités dans les milieux professionnels qui sont mixtes, vous voyez peut-être des infidélités, vous êtes au courant. Donc, sachez au moins clairement garder votre cœur pour l'autre par rapport à ça. Ça veut dire une distance par rapport aux amitiés avec les personnes de l'autre sexe. Ça me paraît quelque chose qui est capital. Vous redimensionnez vos amitiés en général, mais singulièrement, vous redimensionnez les amitiés avec les personnes de l'autre sexe. L'autre n'est pas une amie ou un ami au milieu des autres amis I ou IS ou IES. Non, c'est un amour privilégié. C'est quoi la différence entre la vie consacrée et la vie matrimoniale? Ce sont 2 appels à aimer. Mais dans la vie matrimoniale, l'amour est un amour privilégié qui se destine à une personne particulière, à l'exclusion des autres, avec lesquels j'entretiens bien sûr des rapports, des relations, etc., mais qui ne sont pas du tout du même ordre, alors que dans la vie consacrée, la vie dans le célibat, c'est un amour universel. Je renonce à un amour privilégié pour me donner à tous. Si j'avais femme et enfant, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. C'est probable. Je serais en train de laver ma voiture le samedi matin,
voilà, comme tout mon père de famille qui se respecte, voilà. Mais voilà, donc c'est intéressant de se dire que cette amitié, pensez en quoi votre relation amoureuse a fait bouger vos amitiés. Et singulièrement bouger vos amitiés par rapport aux personnes de l'autre sexe. Aristote, notre cher ami Aristote, donc païen, philosophe 4e siècle avant Jésus-Christ, a travaillé, a étudié la question de l'amitié. Et je me propose et des conditions de l'amitié. Et je me propose de voir avec vous les différentes conditions de l'amitié. Donc vous avez Eros, Philia, et en dessous les conditions de l'amitié. La première condition que Aristote donne à l'amitié, c'est l'égalité. L'égalité entre les amis. Et lui-même disait, il ne peut pas y avoir d'amitié stricto sensu entre un père et son fils, entre le maître et le disciple, entre le maître et l'esclave, et entre Dieu et l'homme, parce qu'il n'y a rien de commun. Il n'y a pas d'égalité. Égalité dans quoi? Une chose dont on parle assez peu, je trouve, mais qui me paraît très importante, c'est la communion de l'intelligence. Que vous sentiez qu'il y ait une certaine égalité, c'est-à-dire similitude, dans la manière de percevoir les choses. Parce que, et un des signes de ça, ce sera l'humour. S'il faut expliquer à l'autre la blague, pourquoi c'est drôle, évidemment, ça peut... ça va une fois, mais au bout de la 10e fois, grosso modo, stop, quoi. Ça veut dire que vous n'êtes pas du tout branché pareil. Vous n'êtes pas, vous percutez pas au même moment, aux mêmes choses. Et oui, ça, c'est important. Et c'est très important de dire qu'est-ce qui va nourrir l'amour. C'est que votre intelligence va percevoir des choses dans le réel, vous allez les partager avec l'autre, et l'autre aussi a perçu des choses avec son intelligence. Et du coup, et ce partage de ce que vous avez perçu va faire grandir votre amour, va faire que vous sentez une vraie complicité. Parce que la complicité, elle est d'abord dans l'intelligence. Et ça, on y pense très peu de ça. Il m'est arrivé d'accompagner un couple qui s'est marié depuis, etc., mais... Elle était très, très vive, intelligente, très, voilà, très solaire aussi, beaucoup d'idées, etc. Lui, beaucoup plus lent, mais non, mais beaucoup plus lent. Non, mais je me sers d'un questionnaire que les frères de Saint-Jean, c'est une communauté religieuse, ont fait, et c'est ce questionnaire-là dont je me sers pour la préparation au mariage. Mais c'est des questions basiques. Du style, comment avez-vous vécu votre temps de célibat? Bon, des choses comme ça, ce n'est pas des questions de théologie. Parfois, ils ne comprenaient pas la question. Alors, au bout de 3 rencontres, j'ai dit, attendez là, est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous percutez pas du tout pareil? Alors, elle s'est effondrée en larmes, lui non. Logique, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi elle pleurait. Mais pourquoi Logique qu'ils ne comprennent pas, parce que ça... Et je lui ai dit, écoute, si moi, au bout de 3 rencontres, je me suis rendu compte de cette disparité dans vos intelligences et dans votre capacité de saisir le réel et de réagir au réel et dans la culture, etc., il est fort à parier que vos amis s'en sont rendus compte, que vos parents, tes parents à toi, à cette jeune fille, elles s'en sont rendus compte, tes frères, tes beaux-frères, et même le chien s'en est rendu compte. Bon, mais alors du coup, ça a été un peu un choc pour lui, parce que forcément, il n'avait pas du tout... Et alors, je lui ai dit, mais est-ce que tu n'as pas peur, je vais poser la question à elle devant lui, de t'ennuyer? Parce que c'est quand même une question. Le fait de ne pas avoir de connexion dans l'intelligence fait qu'il y a potentiellement un risque de s'ennuyer avec l'autre. Parce que
bon, le côté affectif, etc., on en fait le sympathique, etc., on se fait des câlins, des bisous, etc., très bien. À un moment donné, bon, on peut peut-être passer à autre chose, puis on peut réfléchir ensemble, se projeter ensemble. Mais si j'arrive pas à le faire avec l'autre, parce que l'autre ne comprend pas, peut-être, c'est important de se sentir compris à l'intérieur. C'est ça qui fait la qualité de l'amour. Et la qualité, je suis compris à l'intérieur. Quand je parle, on me comprend de l'intérieur. Parce que j'ai abaissé la garde pour que toi, tu vois à l'intérieur de moi. Et ce qui fait que tu me comprennes de l'intérieur. Et ça c'est très important. Et c'est l'intelligence qui va faire que je te comprends. Et c'est ça qui va faire la complicité. Et du coup, cette communion dans l'intelligence, elle va alimenter justement votre amour. Elle va donner elle met de l'huile dans le moteur, quoi. Et donc, pour revenir à ce couple, alors elle s'était rendu compte de la disparité. Elle me dit une chose. À chaque fois que je suis sorti avec des garçons qui ont à peu près mon profil, élevés des grandes écoles, etc. Chaque fois, j'avais l'impression qu'ils étaient en compétition avec moi. Alors là, lui, c'est sûr qu'il n'était pas en compétition. Ça, c'est sûr. Bon, c'est intéressant. Mais du coup, il dit, ce que j'ai rencontré chez cet homme-là, maintenant, c'est à la fois une bienveillance, une douceur, une fidélité, le partage, évidemment, de valeurs fondamentales. Bon, bon, voilà, au moins poser la question. Je prends la préparation au mariage, c'est à ça. Poser des questions qui éveillent le couple à dire que potentiellement, puis il y a le regard des autres aussi, même si on ne vit pas sous le regard, mais comment l'autre va percevoir aussi mon couple quand je vais, bon, disons, il n'est pas très fut-fut, ton fiancé, bon, voilà, etc., etc. Des remarques comme ça qui peuvent jaillir et qui peuvent blesser. Donc, mais du coup, elle dit, mais je vais le coacher pour que bon, il ait une bonne carrière. Bon, c'était assez touchant, je trouvais ça assez touchant comme. Mais en tout cas, je l'ai aidé à prendre conscience. Ça l'a aidé la préparation à prendre conscience de ça et lui aussi prendre conscience de ça. Chose dont il n'avait absolument pas pris conscience. Égalité. Il peut y avoir des différences. Des différences. Déjà, la première différence, c'est homme-femme, ça ne vous aura pas échappé, malgré certaines lois récentes. Mais la différence, faut prendre conscience aussi de ces différences. Même si vous êtes né dans le même village et dans la même rue du même village, le mariage est un choc de culture. Que vous le vouliez ou non. Même si vous dites, voilà, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes styles de famille, au plan social, on essaie de se rassurer, etc. On est tous les deux catholiques pratiquants, on est tous les deux... Le mariage est un choc de culture. Donc, parce que vos familles vous ont fait et ont fait ce que vous êtes aujourd'hui. Et vos familles, par définition, elles sont différentes. Bon, il y a des familles où on crie, il y a des familles où il n'y a pas de conflit, la poussière sous le tapis. Moi, par exemple, j'ai été éduqué dans une famille, pas de conflit. Et du coup, et tout le monde pense qu'au fond, l'enfant, puis ensuite le jeune, pense que tout le monde réagit comme dans sa famille. Et non. Tout le monde ne réagit pas comme dans sa famille. Donc, et aujourd'hui, peut-être la difficulté pour vous, c'est qu'il n'y a pas de modèle, parce qu'auparavant, la société tenait plus le couple et la fidélité du couple. Mais aujourd'hui, comme avec le taux d'échec qu'on connaît et les difficultés des couples, etc., forcément, on essaie de se rassurer. Mais non, je pense que ce qui est d'abord important, c'est de prendre conscience aussi des différences qu'on peut avoir entre nous. Est-ce que je suis capable de vivre avec la différence de l'autre? Est-ce que je suis capable de vivre avec la différence en termes de culture, en termes de nationalité? Parce que par exemple, j'ai vécu en Argentine, comme je vous l'ai dit, plusieurs années, et j'ai préparé au mariage des couples franco-argentins. Mes couples franco-argentins, alors que l'Argentine, c'est surtout des Européens hein, qui ont émigré là-bas il y a... voilà, donc on dirait que c'est assez proche, ils regardent beaucoup vers l'Europe, etc. C'est assez proche. Mais en fait, il y a une grande différence. Par exemple, le rapport au temps. Ça, c'est intéressant, la question du rapport au temps. Quel est votre rapport au temps entre vous deux? Moi, j'ai toujours été étonné quand je suis arrivé. Il a fallu que je me reformate le logiciel intérieur et je ne suis pas tellement arrivé.
Parce que comme bon français, pour moi, c'est tac, tac, telle heure, tac. Mais par exemple, en Argentine, on te dit, je passe demain, mais tu sais pas de quelle année. C'est-à-dire que, voilà, on passe demain. Hein, on va peut-être passer, quoi, mais il ne s'agit pas de sortir ton agenda. Par exemple, on a des frères argentins, ils sont effarés qu'il faille téléphoner à des amis pour leur dire je vais passer te voir. Moi, je téléphone pour prendre rendez-vous chez le dentiste ou chez le médecin. Mais un ami, je frappe à sa porte n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Je dis non, en France, c'est pas comme ça. Si tu frappes à la porte de quelqu'un, etc., déjà, tu as 3 codes avant d'accéder au palier. Et puis, et puis voilà, donc le rapport au temps, la différence, alors, sans avoir de différence de nationalité, mais la question du rapport au temps, c'est pas une petite question. Et chose qu'on aborde aussi assez peu. Est-ce que je suis du style peut-être plus anxieux et donc à vouloir anticiper beaucoup les choses, à vouloir, etc. Est-ce que je suis au contraire, allez, à la grâce de Dieu, la veille de la retraite, je téléphone, est-ce qu'il reste des places, etc. Et du coup, ah oui, d'accord, mais tu vois, le Seigneur nous bénit, il reste des places, on arrive. Bon, c'est des manières, c'est des manières très différentes. Moi, je vois comme j'organise beaucoup les retraites, bon, et je vois bien les rapports au temps des uns et des autres. Il y en a, par exemple, on a une retraite en janvier pour les jeunes mariés, ils sont déjà inscrits en juillet. Bon, je dis, attention, ils ont tous organisé. Bon, c'est pas qu'il y en a un qui soit bien ou pas bien. C'est pas la question. Et ça, le rapport au temps, ça ne se change pas. Ça, c'est impossible de le changer. La question de la ponctualité, la question aussi du fait d'être en retard, la question du matin ou du soir, il y a aussi des rapports au temps de ce côté-là assez différents. Alors il faut essayer de s'ajuster quand même à minima si vous êtes appelé à faire une vie commune. Parce que bon, c'est sûr, s'il y en a un qui se couche à 1h du matin et se lève à 10h du matin et l'autre à 8h du soir et se lève à 6h, du coup le temps ensemble va être un peu réduit, quoi. Bon, mais bon, et une certaine égalité. Bon, il peut y avoir des différences au niveau de la vie de foi. Alors, vous l'avez évoqué hier quand vous vous êtes présenté. Il peut y en avoir un qui soit pratiquant et l'autre pas, un qui soit baptisé et l'autre pas, ou d'une autre confession. Et la demande, j'allais dire, du mariage et l'Église émane plutôt de l'un et non pas forcément des deux. Prenez conscience, dans ces différences là, au niveau spirituel, que c'est pas sans conséquence sur le couple. Par exemple, quelqu'un qui vivrait avec une personne qui n'est pas pratiquante ou qui n'est pas intéressée par la vie spirituelle tout en étant baptisée et qui, du coup, il faut que cette personne prenne conscience qu'elle vivra seule sa vie de foi. Elle portera seule, même avec les enfants, face aux enfants, la vie spirituelle du couple. Donc il y a une forme de solitude quand il y a une différence au niveau de la vie de foi dans le couple. C'est bien d'en prendre conscience. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, que c'est pas que le couple est voué à l'échec ou j'en sais rien. Non, c'est pas ça. C'est de se dire, c'est pas anodin. D'autant plus, encore moins anodin, que la vie spirituelle touche l'intime, touche notre rapport au monde. À travers les religions, c'est des rapports au monde aussi qui sont différents. C'est des rapports au monde qui sont différents. Il peut y avoir des différences, on l'a évoqué, je pense que c'était l'un de vous, qui est plus ancré dans le rite tridentin et l'autre pas. C'est des rapports au monde. C'est pas anodin. C'est pas juste un culte qui serait d'une forme ou d'une autre. Et donc à travers ça, de se dire dans la vie spirituelle, il y a quelque chose à travailler et de se dire aussi que, juste un point aussi au niveau des exigences du mariage à l'Église, c'est que si vous vous mariez à l'Église, vous vous engagez à baptiser et à catéchiser vos enfants. C'est pas on le laissera, il choisira quand il sera grand. Non.
C'est absolument pas un service à lui rendre. Je me souviens de ce garçon, les larmes dans les yeux, me dit, mes parents m'ont dit, tu choisiras quand tu seras grand. Ils ont voulu faire de moi un homme libre, ils ont fait de moi un ignorant. Je ne sais rien des choses de Dieu. Et maintenant, je veux bâtir mon couple avec ma fiancée qui est catholique pratiquante, je ne connais rien. Il était très disposé, hein, mais je ne connais rien. Et donc, en vous mariant à l'Église, vous vous engagez à baptiser et à catéchiser les enfants, à les enseigner dans leur vie spirituelle. Et j'invite beaucoup les hommes à être les leaders spirituels de leur couple et de leur famille. Alors, ça dépend, parfois c'est avec plus ou moins de réussite. Mais on n'est pas dans la merde, donc mais j'invite les hommes à ne pas délaisser, parce que je trouve que c'est passé beaucoup aux femmes, la vie spirituelle, et je trouve ça dommage, parce que peut-être il y a des aspects virils dans la dimension de foi, d'autant plus qu'on croit en Jésus, qui est quand même un homme, voilà, et donc de retrouver aussi cette virilité de la vie de foi, mais bon, c'est un autre sujet. Après, égalité, réciprocité. C'est une des caractéristiques de l'amitié qui est capitale. Ce n'est pas une relation d'aide. Vous n'êtes pas là pour vous aider. Dans le sens, je m'explique. Je me rappelle, ce couple, elle était en grande dépression. Mais tu as peut-être autre chose à faire que de te marier. Tu as peut-être à guérir ta dépression. Et ensuite, pour offrir à l'autre une humanité à peu près apaisée pour pouvoir construire ton couple. C'est pas une relation d'aide. Et dès qu'on voit des personnes qui veulent aider l'autre parce que pour des problèmes de santé, du coup, il y a eu à la base une compassion, mais du coup une compassion, mais qui est pas équilibrée, quoi, qui fait que voilà, j'ose pas dire non, j'ose pas dire. Je me souviens comme ça d'un cas là, où c'était elle qui a eu un accident et elle est hémiplégique. Et donc, mais ils sortaient ensemble avant. Donc évidemment, ça change, on va rentrer dans un handicap, ça change énormément la vie. Inutile de vous dire, passer de marcher sur ses deux jambes à être en fauteuil toute sa vie durant et hémiplégique, l'éducation des enfants, tout est à revisiter. Mais lui se sentait déjà quelque part engagé comme ils sortaient ensemble. Et il dit, mais je ne vais pas être un... parce qu'elle est hémiplégique, je vais la quitter. Du coup. Mais je sentais... Mais il n'en était pas à parler mariage encore. Mais d'une certaine manière, il se sentait déjà... Il culpabilisait, il dit, si je l'abandonne, je suis vraiment un peu un salaud, quoi, parce que je l'abandonne parce qu'elle est handicapée. Du coup, je vais rester avec. Là, on est dans une relation d'aide. Moi, je leur ai dit, mais est-ce que vous vous autorisez à mettre fin à votre relation, à redonner, à refaire un discernement? Parce qu'on ne fait pas un discernement avec une personne qui est bien sur ses deux jambes, et ce n'est pas le même discernement avant le mariage qu'avec une personne qui est en fauteuil roulant, je suis désolé. Ce n'est pas le même discernement. Et donc là, lui, il était dans une relation d'aide. Et pourquoi le problème de la relation d'aide? C'est qu'à un moment donné, on a ras-le-bol d'aider l'autre. Ou ras-le-bol d'être aidé. Ou ras-le-bol d'être aidé. Et ça, de ce côté-là, je crois que c'est important qu'il y ait une vraie réciprocité, une égalité, dans le sens où vous partez du même, j'allais dire, de la même base. Et s'il y a un changement dans votre relation qui fait que, à un moment donné, il y a un déséquilibre qui s'introduit dans le couple, ben, c'est un nouveau discernement qu'il faut faire. C'est plus le même discernement. Pourquoi on vous détecte un cancer, hein, on vous détecte ceci, on vous demande les questions physiques, par exemple. Bon, évidemment, il y a un autre discernement à faire. Alors, c'est délicat parce que du coup, on se culpabilise, etc., etc. Mais un couple comme ça, mais ça va pas pouvoir durer. Parce qu'ils ne se sont pas choisis comme ça.
À un moment donné, il y a eu du subi. Et il y a eu de la pression familiale pour sa famille à elle. Par exemple, ils ont acheté déjà un appartement ensemble. Madame Messédite. Quelque part, l'appartement, ça engage énormément. C'est dingue. Je veux dire, du coup, on ne prend pas conscience qu'il y a des choses qu'on fait qui nous engagent. Et donc, bon. Ensuite, donc la question de la réciprocité, c'est ça, c'est pas une relation. Et donc de vérifier ce que je vous ai dit, qui est que chacun mette de l'huile dans le moteur, que chacun ait de l'énergie, attention aux amours paresseuses, et le fait de se laisser porter par l'autre. Et réciprocité aussi dans l'attachement. J'accompagne un couple, bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je veux dire, je suis un peu perplexe. Lui est, je trouve, près de la quarantaine. Elle a 31 ans. Elle est très attachée. Lui est attaché, mais très attaché à sa liberté, surtout. Et carrément, il lui dit, moi, il me faudra 1 mois dans l'année tout seul, sans toi. Non, mais c'est vrai, c'est étonnant quand même. Hein. Et parce qu'il aime beaucoup faire du kitesurf. En plus, les ambiances de surf ne sont pas forcément propices à la fidélité. Et donc, du coup, il veut faire du kitesurf, etc. Et ben, pour moi, c'est non négociable. Mais je lui dis, mais est-ce que tu prends conscience que là, il y a quelque chose que tu ne veux pas donner aussi à l'autre, qui est aussi donner de ton temps. S'engager ensemble, c'est forcément je suis libre parce que je m'engage, et non pas par un non-engagement. Et lui voit l'engagement comme une menace à sa liberté. Non, notre liberté, c'est une liberté pour. Et donc, moi, je suis. Et elle est très amoureuse, mais je lui dis, mais est-ce que tu t'es rendu compte qu'au fond, que c'est potentiellement un égoïste? Je lui dis ça devant lui. Mais oui, mais c'est important de dire les choses. C'est ça la préparation. Ça permet de dire les choses et pas faire de cadeaux. Hein, parce que si moi je le vois, d'autres le verront. Et puis surtout que la personne, le problème c'est faire sortir un peu du sentiment amoureux, le côté fusionnel. Aimer, c'est pas être en fusion avec l'autre, non. C'est que chacun est ce qu'il est et rentre dans une logique de don réciproque. Et donc la question de l'attachement l'un à l'autre. Et donc je me méfie beaucoup de formats de couple où il y en a un qui poursuit l'autre. Là aussi, il faut faire attention. Qui a besoin d'être sécurisé dans l'amour. Si tu m'as pas dit 10 fois je t'aime dans la journée, c'est que je rentre en crise. Ben non. Non. Ça c'est non. Pourquoi on rentre dans une logique de mariage? Parce qu'on est sûr de l'autre en l'absence de l'autre. Et sûr de l'amour de l'autre en l'absence de l'autre. On n'a pas besoin d'être conforté dans l'amour sans cesse. C'est épuisant. Hein, ou des personnes qui sont possessives. Voilà, tu me fuis, je te fuis, hein, c'est-à-dire, et je te fuis, tu me suis. C'est-à-dire que voilà, c'est des personnes qui veulent mettre le grappin sur l'autre. Je veux dire, quelque part, c'est des personnes anxieuses aussi derrière ça. Ça cache une anxiété de fond. Hein, et je pense de ce côté-là, d'être la maturité, on y reviendra ce soir, fait qu'on est apaisé dans l'amour. On est sûr de l'amour de l'autre en l'absence de l'autre. On n'a pas besoin d'être conforté. Mais évidemment, la relation à deux vient réveiller énormément de choses en vous. Énormément. Ça vient réveiller tout un monde. Peut-être votre insécurité par rapport à l'amour que vous avez reçu enfant. J'en sais rien. Et donc toute une anxiété aussi par rapport à ça. Besoin d'être conforté, d'être rassuré, besoin d'approbation. Mais ça, c'est épuisant à la fin. Donc il y a forcément, vous n'échapperez pas dans la vie à deux à un travail sur vous-même. Ça, vous n'échapperez pas. Et ça, je pense qu'il faut bien en prendre conscience. L'autre est un miroir de ce que je suis. Et l'autre manifeste ce que je suis.
Ça, c'est un point important. Ensuite, il y a bienveillance. Une des conditions de l'amitié, c'est la bienveillance. Vouloir le bien de l'autre. Mais vouloir le bien de l'autre peut aussi dire vouloir le bonheur de l'autre. Je me pose la question, est-ce que je suis capable de te rendre heureux, heureuse? Et si je vois que je ne te rends pas heureux, heureuse, d'avoir le courage, c'est-à-dire l'amour, de te quitter. Parce que je pense que je ne suis pas la personne qui te rendra heureux, heureuse. Il y a des couples comme ça avec beaucoup L'autre peut être une belle personne sans pour autant être la personne qui pourra me donner le bonheur. Il y a des amours possibles, disons des amours impossibles entre personnes qui sont de qualité. Donc, est-ce que depuis que je suis en relation ensemble, est-ce que ça m'a dilaté? Est-ce qu'il y a une joie qui émane de cette relation? Est-ce qu'il y a un bonheur, un désir d'en parler? Est-ce qu'il y a une fierté de présenter l'autre? Vous voyez, c'est la bienveillance, c'est important ça. Ensuite, c'est quoi ça? Ensuite, visibilité. Aristote dit qu'une des conditions de l'amitié, l'amitié ne peut pas rester cachée. C'est assez intéressant ça, cette histoire de visibilité. Et je prêche beaucoup pour une progression dans la visibilité de votre amour. Je crois que c'est bien au début d'avoir une certaine discrétion. Je ne sais pas où vous en êtes de votre relation, à combien de mois ou d'années vous en êtes, etc. Mais d'avoir, en tout cas, si vous en êtes dans les débuts, d'avoir une certaine discrétion. Parce que plus on rend public la chose, plus ça vous engage. Et singulièrement dans le fait de connaître les familles. Je ne sais pas vous, mais moi dans ma famille, il n'était pas question d'amener une jeune fille, un jeune homme tous les 4 matins. Hein. C'était juste pas question. Si on amène quelqu'un, c'est que c'est sérieux. Si on présente à la famille quelqu'un, c'est que c'est sérieux. Et donc du coup, cette progressivité dans la visibilité. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'étapes dans le mariage. Ça c'est un peu le reproche qu'on peut faire au mariage. Il n'y a pas beaucoup d'étapes. Il y a une étape qui sont les fiançailles, que je vous invite à franchir après discernement, évidemment. Les fiançailles, c'est au fond de dire je chemine vers le mariage. C'est ça les fiançailles. Et donc, traditionnellement, comment est-ce que ça se passe? D'abord, on demande à l'autre s'il est d'accord, quand même, à minima. Et puis ensuite, demander de participer à la messe dominicale ensuite, ensemble, avec les deux familles. Du coup, il y a la rencontre des familles. Parce que vous n'êtes pas seul sur une île déserte, et je pense que c'est important de savoir que l'acte que vous posez concerne d'autres personnes, entre autres vos familles. Et ensuite, il y a le gueuleton. Voilà. Donc, c'est comme ça que se passent les fiançailles. Et vous demandez, après la messe, la bénédiction des fiancés. Sachez que ça existe, bénédiction des fiancés. Et on demande d'être bénis pour pouvoir cheminer ensemble vers le mariage. De recevoir l'aide du Seigneur dans cette étape-là, qui n'est pas forcément l'étape la plus facile. Parce que c'est une étape d'entre-deux. Il n'y a pas de vocation de fiancé. Il y a des vocations au mariage, des vocations à la consécration. C'est comme il n'y a pas de vocation à être novice dans une communauté. Donc, c'est un entre-deux. C'est parfois un temps de combat spirituel, mais je trouve bien que vous disiez, vous soyez maître aussi de cette visibilité. Parce que ça ne vous échappe pas. Et attention aussi à tout ce qui pourrait être concurrence avec d'autres amis qui se marient. En même temps, du coup, on est plusieurs. Du coup, on est à celui qui annoncera, qui posera le premier week-end, qui pose des trucs comme ça, qui sont un peu idiots, qui sont un peu enfantins, mais face à l'ampleur de l'engagement, mais qui existent.
Donc cette progressivité dans l'amour, je pense que c'est quelque chose qui est et dans la manière de le manifester et de le dire, je trouve ça c'est au service de la solidité de votre couple. Le tout de suite, etc. Sur Facebook, on s'affiche, trop stylé comme couple, etc. Bon bah, et avec 3000 likes, bon, ça veut rien dire. Finalement. Comment tu veux discerner après? Ça veut rien dire. Oui, ne pas parce qu'on n'a pas pris le temps du discernement, parce qu'on pense que aimer c'est spontané, parce qu'on est tout émoustillé, parce que voilà, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Donc, parce qu'ensuite faire marche arrière, on a l'air de quoi? Et c'est parfois ce que je reproche, disons, on reproche au mariage. C'est pas un reproche lié au mariage à l'Église, mais c'est tout ce qui est autour, et singulièrement la partie matérielle, qui fait que déjà, il y a déjà le choix de la salle, déjà le choix du traiteur, déjà la versée des arts, tout ça s'engage. Et c'est très difficile, et que dire de l'envoi de faire-part. Ensuite, de revenir en arrière, comment on fait si on sent que c'est pas ça? Il y a des gens qui sont allés à l'hôtel, la boule au ventre, en sachant qu'ils faisaient la plus grande bêtise de leur vie. Mais parce que ils n'ont pas eu le courage de faire machine arrière. Là où, dans l'étape où vous êtes, je pense que, sauf qu'en particulier vous n'êtes pas fiancé, du coup vous êtes dans un vrai discernement, dans une vraie liberté. Et à travers cette retraite, à travers peut-être de l'accompagnement que vous avez, c'est une vraie possibilité de réfléchir paisiblement sans autre pression extérieure. Ensuite, les différentes formes d'amitié. Alors, c'est encore notre ami Aristote qui en parle. Il y a 3 formes d'amitié. Il y a l'amitié utile. On est amis pour l'utile. J'ai un permis de conduire, mais pas de voiture. Toi, tu as une voiture, mais pas de permis de conduire. Par exemple. Bon, du coup, on est amis. Il y a beaucoup de choses qui sont... Les amitiés se fondent par l'utilité. On a un projet, on est amis parce qu'on fait un projet ensemble, je sais pas quoi, de croisière, on fait un projet de construire quelque chose. Le but est extérieur au couple. Hein, on s'est mis, il y avait une utilité, le but est extérieur au couple, il y avait quelque chose à accomplir. Utile, je ne suis pas toute jeune, il y a l'horloge biologique. En fait, je me marie parce que je veux avoir des enfants, quoi. Mais une fois que tu auras les enfants, si ce n'est pas vraiment l'autre en tant que tel qui compte, une fois que tu auras tes enfants, tu feras quoi? Ce sera quoi ta relation? Parce que la difficulté de l'utile, c'est qu'une fois qu'on atteint ce pourquoi on s'était mis en route, le bien, le projet, une fois que c'est atteint, voilà, vous avez tous vécu ça dans des projets, etc. Il y avait une super ambiance là. Une fois l'événement arrivé, une fois le projet accompli, les liens se distendent plus ou moins parce qu'ils étaient mus par l'utile qui fédérait les gens. Mais dans le cas de la vie matrimoniale, si c'est la question de l'utile, comme par exemple les enfants, je pense que ça pose une vraie question. Hein. L'agréable. Aristote, il y a un autre motif, c'est l'agréable. C'est juste agréable d'être avec toi parce que tu es bien de ta personne, tu es beau, tu es belle, etc. C'est agréable. Alors, oui, le fait d'être agréable, il y a un certain plaisir d'être avec toi. Maintenant, ce n'est pas la 3e forme d'amour qui est, au fond, aimer l'autre pour lui-même. Non pas parce que c'est agréable, ou parce qu'il est agréable. J'aime l'autre pour lui-même, j'aime le bien de l'autre. Et l'autre aime mon propre bien. Donc aimer l'autre pour lui-même, mais si l'autre... voilà, et non pas parce qu'il m'est utile ou parce qu'il m'est agréable. Donc ça, je trouve ça. Et d'où viennent les conflits dans les amitiés et dans l'amour, c'est on n'a pas mis la même chose, on met pas sous le même mot la même chose.
Pour moi, c'était juste agréable. Pour toi, c'était tu m'aimais pour ce que j'étais. Vous voyez, on est dans un décalage. Ce qui fait qu'il y a des amitiés comme ça qui vous ont déçus parce que vous pensiez que l'autre était vraiment engagé dans une relation. En fait, non, c'était juste qu'il était intéressé par vous pour une question. Une fois qu'il l'a obtenu, il passe à autre chose. Et les conflits dans l'amour viennent, on n'est pas au même niveau de ce pourquoi on s'est engagé. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. La troisième forme d'amitié, donc première Eros, deuxième Philia, troisième forme, les agapés. Agapé, c'est un mot qui a été inventé pour les chrétiens, c'est l'amour à la manière de Dieu. Si le premier Eros, c'est un amour qui prend, je vais dire, le deuxième, la Philia, c'est un amour qui prend et qui reçoit, il y a un va-et-vient. L'agapé, c'est un amour qui donne. L'agapé, c'est un amour qui donne, et donc c'est un amour qui donne de manière désintéressée. C'est l'amour à la manière de Dieu. Mais j'allais dire, ce n'est pas le cœur du mariage. Parce que comme je trouve que le cœur du mariage, c'est la philia, c'est l'amitié. Mais cet amour à la manière de Dieu, il est déjà l'amour de Dieu dans notre cœur, par la présence du Saint-Esprit, nous permet d'aimer l'autre de façon désintéressée, mais aussi de se dire qu'il y a des moments dans la vie où l'autre ne sera pas en mesure de donner, et je serai, moi, je serai peut-être le seul dans le couple à rentrer dans cette logique de don. Je demanderai cet amour à la manière de Dieu, j'aurai à le vivre, parce que pour des raisons particulières, le couple traverse une crise, ou personnellement, ou pour des questions de santé, etc., etc., l'autre ne pourra pas renvoyer. La réciprocité dans l'histoire du couple ne sera plus au rendez-vous. Ça ne veut pas dire que l'amour n'est plus au rendez-vous. Je trouve que cet amour à la manière de Dieu, cet agapé, il est vraiment cet amour qui donne sans attendre de retour. Parfois, je vois maman, mon père est décédé, ça fait déjà 3 ans, maman l'a accompagné dans sa maladie pendant des années. Mais lui, il pouvait de plus en plus diminuer, etc., etc. L'amour dans le grand âge, par exemple. Je trouve ça très beau, c'est des amours qui donnent sans forcément attendre de retour quand l'autre a l'Alzheimer. Qu'est-ce que vous voulez attendre de retour? Mais c'est pas pour ça que. Mais c'est la personne de l'autre que vous aimez. C'est pas parce qu'il était cadre, ingénieur ou quoi qu'est-ce que vous l'aimez. Non, parce que c'était cette personne qui aujourd'hui est diminuée, mais c'est la même personne.